Christophe Dumoulin. Merci. Alors, je pense qu'il y a un pointeur que je vais utiliser là-bas, si ça vous dérange pas. Ce sera plus facile pour moi. J'ai une présentation, je ne sais pas si le micro fonctionne ici. Oui, ça fonctionne. Donc, merci, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. C'est un plaisir de parler de ce sujet qui est évidemment central sur la problématique migratoire, autant qu'il l'est sur la problématique de la protection sociale. Donc je ne vais pas être plus Jacques le fataliste, l'intervenant précédent, et je ne vais pas plus essayer d'écrire le futur dans ma présentation, mais simplement vous donner quelques éléments de cadrage par rapport aux migrations et comme vous allez pouvoir le voir immédiatement, les transparents sont en anglais, je m'excuse pour ça, mais je vais continuer à m'exprimer en français, ne vous inquiétez pas. Donc, en termes de flux migratoires à l'échelle de l'OCDE, on a environ 5 millions de migrants qui viennent s'installer de manière permanente dans les pays de l'OCDE. Et si on se restreint à l'échelle européenne, on parle de 1 400 000 ressortissants de pays tiers. Pour la France, en réalité, donc ça fait environ, en moyenne dans les pays de l'OCDE, environ 0,8% de la population qui vient s'installer de manière pérenne chaque année. En ce qui concerne la France, et contrairement à une idée reçue, la migration est beaucoup plus faible que la moyenne de l'OCDE. La France a été un grand pays d'immigration, mais en comparaison internationale, ne l'est plus forcément, puisque pour la France, on parle de 260 000 entrées à caractère permanent chaque année. Ça représente 0,4% de la population française, c'est-à-dire la moitié que le chiffre que je viens d'énoncer pour l'ensemble des pays de l'OCDE. Alors ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que cette migration permanente, elle est faite de différents éléments, notamment d'une migration de travail, mais aussi d'une migration familiale et d'une migration dite humanitaire, hein, des gens qui obtiennent le statut de réfugié ou en tout cas une forme de protection internationale. En moyenne pour l'OCDE, c'est 40% la migration familiale. Pour la France, c'est plus, comme vous le savez déjà. Alors, en outre, en plus de cette migration dite permanente, qui donc permet aux gens de s'installer durablement, il y a une migration temporaire qu'il ne faut pas négliger, qui est quantitativement aussi importante. Évidemment, elle ne se cumule pas d'une année sur l'autre, mais elle est aussi de l'ordre de 5 millions de travailleurs temporaires chaque année qui viennent dans les pays de l'OCDE. Et là, le principal pays d'accueil, ça va peut-être surprendre quelques personnes dans cette salle, en réalité c'est la Pologne. La Pologne qui reçoit plus de travailleurs temporaires chaque année, depuis quelques années, que les États-Unis, et que donc l'ensemble des autres pays de l'OCDE, c'est principalement des travailleurs qui viennent d'Ukraine. Dans le cas de la France, comme vous pouvez le voir dans ce graphique, la majorité de cette immigration temporaire de travail, c'est pas la totalité, mais c'est quand même la part la plus prépondérante, c'est en fait les travailleurs détachés au sein de l'Union européenne. On a une statistique d'après Eurostat qui fixe ce chiffre autour de 240 000 personnes qui viendraient travailler au titre du détachement chaque année. Évidemment, en termes de protection sociale, ce sont des gens qui ont des droits qui sont différents des autres migrants, mais c'est aussi des gens qui ne cotisent pas. Donc voilà, ça pose des questions spécifiques peut-être sur lesquelles on aura l'occasion de revenir. Il y a une quatrième catégorie de migrants qu'il ne faut pas négliger. L'autre catégorie dont je ne vais pas parler ici parce que ce n'est pas tellement le sujet, c'est celle des étudiants. Donc là aussi, une catégorie qui est susceptible d'ensuite changer de statut et d'abonder la migration permanente ou temporaire telle que je l'ai exprimé tout à l'heure. Pour la France, ce sont des chiffres importants puisque c'est environ 78 000 titres qui sont donnés chaque année. La France est le 4e pays au sein de l'OCDE pour l'accueil des étudiants. Mais évidemment, ce qui est peut-être au cœur du débat public, c'est plutôt la question de l'asile. C'est pas ici le lieu vraiment pour revenir sur la genèse de cette fameuse crise migratoire de 2015, mais
Comme vous le voyez ici, il y a eu des fluctuations très importantes en termes de demande d'asile pour l'ensemble des pays de l'OCDE. En 2018, on est à environ un peu plus d'1 million de demandes d'asile, dont presque 600 000 dans l'Union européenne et 111 000 en France, des chiffres légèrement différents de celui de l'OFPRA parce qu'on ne tient compte que des premières demandes ici. Mais ça met évidemment la France, disons, au deuxième rang au sein de l'Union européenne après l'Allemagne, pas au premier, hein, au deuxième, et seulement au 6e rang quand on rapporte ce chiffre par tête, par habitant. Mais évidemment, c'est une question qui émerge et sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir un petit peu ultérieurement. Alors, maintenant, si on s'interroge non pas sur la question de l'impact démographique ou de l'évolution de la population d'âge actif, on va y revenir ultérieurement, mais plutôt sur la contribution de cette migration à la dynamique du marché du travail. Je pense que c'est important pour le débat et pour la discussion. Il faut voir que, pour la France, les chiffres sont légèrement différents, mais pour l'ensemble de l'Union européenne, la quasi-totalité de l'augmentation de la force de travail dans l'Union européenne, elle est liée à la migration, sensiblement moins pour l'augmentation de la force de travail diplômée du supérieur, hautement qualifiée, puisque ça fait 92% pour le total, 17% pour les hautement qualifiés. Mais quand on regarde d'une façon un petit peu plus fine, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les immigrants contribuent aux deux extrémités du marché du travail, et par l'extrémité du marché du travail, disons de façon tout à fait schématique, on peut regarder les professions qui sont en forte croissance, pour la plupart qualifiées, mais pas que, par exemple les services de sécurité, un certain nombre effectivement de professions qui sont en croissance et qui ne sont pas nécessairement des professions qualifiées. Là, les immigrés représentent plus, ils sont surreprésentés, ils représentent plus que leur part dans la population active, ça ils représentent pour 22% des recrutements dans ces professions. Mais peut-être paradoxalement, les immigrés représentent encore une part plus importante dans les professions qui sont en déclin. Ce sont principalement des professions, disons, de métiers techniques, de l'artisanat, secteur manufacturier. Et donc c'est 1/3 des recrutements dans ces professions à l'échelle de l'Union européenne, la France ne fait pas exception. Et la logique, là, elle est évidente, c'est-à-dire que les jeunes entrant sur le marché du travail se détournent de ces professions, elles sont en déclin, ils savent qu'il n'y a pas d'avenir. Pourquoi il n'y a pas de possibilité pour eux d'établir une carrière dans ces professions, donc ils s'en détournent. Ces professions, même si elles sont en déclin, elles continuent de recruter, et donc elles ont de plus en plus besoin, disons, elles sont de plus en plus dépendantes du travail étranger pour répondre à ces besoins, même si quantitativement ils sont déclinants. Alors si on se projette dans la prochaine décennie, évidemment, la question c'est celle du futur du travail, et je sais que vous allez y revenir ultérieurement aujourd'hui, mais les chiffres de l'OCDE sont assez éclairants de ce point de vue-là. On montre qu'environ 14% dans les 15 prochaines années des emplois sont à risque d'être automatisés, donc susceptibles de disparaître, mais plus intéressant, 32% des emplois vont changer drastiquement en termes de tâches et de compétences requises. Donc ça fait presque la moitié des emplois, en fait pour la France ça fait exactement 50%, qui sont soit vont disparaître, soit vont être transformés de manière drastique. Dans ce contexte-là, évidemment, il faut s'interroger à la fois sur la question de la formation professionnelle, de la formation continue, à laquelle les immigrés ont moins accès que les autres, et d'une façon générale, les personnes moins qualifiées ont moins accès que les autres, puisque 60% des personnes non qualifiées ont accès à la formation professionnelle, contre seulement 20% pour les personnes peu qualifiées à l'échelle de l'OCDE. Donc il faut s'interroger là-dessus, mais il faut aussi s'interroger sur le rôle que la migration est susceptible de jouer. Et comme ces professions qui sont, disons, en transformation ne vont pas disparaître du jour au lendemain, on peut penser que ce qu'on a observé dans la décennie passée, c'est-à-dire un rôle prépondérant de l'immigration dans ces professions qui sont en déclin, va aussi se reproduire là, et donc il faut s'interroger sur le rôle de l'immigration dans ce contexte. Alors, je vais rapidement évoquer la question de l'impact fiscal, c'était mentionné en introduction, c'est évidemment un des thèmes qui fait le lien entre la question de la protection sociale et celui de la migration. Alors dans une étude de 2013
publié dans les perspectives de l'immigration internationale, qui est notre publication phare à l'OCDE sur l'immigration. On avait fait une étude tout à fait détaillée sur l'impact fiscal, qui est d'ailleurs reprise en partie dans l'étude de France Stratégie. Et bon, évidemment, les données sont un peu anciennes, on est en train d'actualiser ces chiffres, donc je ne peux pas encore partager les nouveaux résultats, mais dans l'ensemble, les choses, disons, vont sûrement être conservées. Le point clé de cette étude, c'est de dire, et c'est de montrer, au travers de ce graphique, et donc regardez les barres bleues, je sais que c'est un peu loin et difficile à lire, mais c'est de montrer que dans la plupart des pays de l'OCDE, les immigrés versent plus en impôts, en taxes et en cotisations sociales qu'ils ne reçoivent en prestations individuelles. C'est-à-dire le bilan fiscal direct net est positif pour la plupart des pays de l'OCDE. Le fait que ces barres bleues soient au-dessus de l'axe 0 montre effectivement qu'il y a une contribution fiscale directe, nette, positive. Alors, ce n'est pas le cas pour la France, c'est pas le cas pour la France ni pour l'Allemagne, et pour une raison qui fait écho à ce que j'ai dit tout à l'heure, et en fait c'est précisément à cause des retraites. Donc c'est précisément à cause des retraites parce que en France et en Allemagne, à cette date-là, en Allemagne en tout cas, en France ça a évolué un peu mais beaucoup moins qu'en Allemagne, l'immigration a été faible dans les décennies passées. Et comme l'immigration a été faible dans les décennies passées, le nombre d'immigrés qui contribuent au système de retraite, qui ne sont évidemment pas ceux qui reçoivent les retraites, est faible par rapport au nombre d'immigrés qui reçoivent les retraites, et donc le bilan fiscal direct net pour la branche retraite est négatif. Donc quand on fait ce calcul hors retraite, hors cotisation et hors retraite reçue, le bilan devient positif pour la France et l'Allemagne également. Alors, on peut illustrer ça aussi par ce travail, disons, très intéressant, et bon, il y a plusieurs publications qui se sont suivies de Xavier Chojnicki et Lionel Drago du CEPI, qui montrent la distribution des transferts nets par âge dans le cas de la France, et ça c'est la ligne. C'est les lignes noires assurées pour les immigrés et continues pour les natifs. Et comme vous pouvez voir, il n'y a pas tellement d'écart entre les deux. Évidemment, pour les immigrés, c'est plus faible la contribution nette. Là, c'est le total, hein, c'est pas direct, c'est le total. Elle est plus faible pour les immigrés parce qu'ils ont un niveau d'insertion sur le marché du travail qui est plus faible. Mais finalement, aux autres âges, les différences sont assez faibles, et ce qui explique les différences en fait, entre les natifs et les immigrés, notamment dans le cas de la France, mais c'est vrai pour les autres pays, c'est plus la différence en termes de structure par âge des deux populations que leur contribution ou le type de prestation qu'ils reçoivent. Alors, un autre résultat important de notre étude, c'était de montrer que les différences qu'on observe entre les immigrés et les natifs en termes de contribution fiscale directe nette, elles sont beaucoup plus liées aux différences en termes de contribution qu'en termes de bénéfices reçus. Et bon, dans le cas de la France, ici, vous voyez le petit diamant bleu est juste au-dessus de l'axe des abscisses, mais c'est quelques centaines d'euros supplémentaires qui sont reçus par les ménages immigrés de plus que les ménages natifs. Par contre, la contribution des immigrés, elle est beaucoup plus limitée. Et encore une fois, ça c'est lié à leurs conditions d'insertion sur le marché du travail. Quand on regarde plus en détail encore quel genre de contribution ils reçoivent, alors en bas vous avez une ligne, je suis désolé, vous ne pouvez pas la voir, mais les transparents vous seront transmis. En moyenne dans les pays de l'OCDE, les immigrés ont une probabilité plus forte de recevoir des prestations sociales que les natifs. Ça, c'est pas du tout, disons, contradictoire avec ce que j'ai dit avant, parce que là, on parle de la probabilité de recevoir des prestations sociales, on ne parle pas du montant de ces prestations. Évidemment, quand on cumule les deux effets, on obtient le graphique d'avant. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que vous voyez par exemple pour la France, les pensions qui sont reçues, la probabilité de recevoir des pensions est plus faible. Pour l'assistance sociale,
on a en revanche une probabilité de recevoir des bénéfices sociaux qui est plus importante. Pour le chômage, ça s'équilibre relativement, même si évidemment la population immigrée a une plus grande probabilité d'être au chômage. Et donc, ce qui se passe dans beaucoup de pays, c'est une sorte de, disons, de transfert de ce qui est habituellement les prestations liées au chômage vers des prestations d'assistance sociale, parce que les droits ne sont pas ouverts, parce que les personnes n'ont pas travaillé assez, parce que voilà, il y a éventuellement différentes contraintes sur l'accès de ce type de prestations sociales. Donc il y a quand même derrière ce que je raconte des différences de structure qui sont importantes et évidemment importantes aussi pour votre discussion. Donc vous voyez ici des pays où ces effets sont exacerbés. Par exemple, pour la Suède, c'est 10 fois plus d'assistance sociale pour les immigrés, Suède qui reçoit beaucoup de réfugiés en particulier, que pour les natifs. Et dans d'autres pays, pour chacun de ces postes, disons des probabilités différentes. Alors je voudrais juste terminer avec 4 problématiques émergentes qui traversent d'ailleurs les différentes thématiques de cette journée. La première, c'est la question de l'intégration sur le marché du travail des immigrés. En France, le taux d'emploi des immigrés, c'est 56%, donc on peut dire le verre est à moitié vide ou à moitié plein. En tout cas, c'est 9 points de moins que pour les natifs. Et pour les femmes immigrées, c'est 15 points de moins que pour les femmes natives. C'est un des écarts les plus importants. Donc il y a une vraie question. Il y a aussi une vraie question, notamment pour les immigrés diplômés du supérieur, parce que dans tous les pays de l'OCDE, c'est les petits points transparents là, qui apparaissent sur ce graphique. Vous voyez que les immigrés diplômés du supérieur ont une probabilité beaucoup plus faible d'accéder au marché du travail, d'être employés que les natifs. C'est moins le cas pour les peu qualifiés. Et en outre, ils sont très souvent déclassés, puisque un immigré diplômé du supérieur sur 2 dans l'OCDE est soit inactif, soit chômeur, soit déclassé. Donc il y a des vraies questions là en termes d'insertion sur le marché du travail, évidemment, qui ont une résonance sur les questions de la protection sociale. En France, si les immigrés par âge, par niveau d'éducation et par sexe avaient exactement le même taux d'emploi que les natifs, on gagnerait un demi-point de PIB. C'est-à-dire qu'on comblerait totalement l'écart en termes de recettes fiscales que je mentionnais tout à l'heure, c'est un demi-point de PIB dans le cas de la France. Et ce demi-point de PIB, en fait, il est lié aux conditions d'insertion sur le marché du travail des immigrés, comparé à celles des natifs. Donc ça, c'est vraiment, à mon avis, un enjeu crucial, y compris pour la question du financement et de la protection sociale. Le deuxième enjeu fondamental concerne celui des politiques d'intégration plus généralement, et le fait, comme c'est illustré ici, qu'il y a une hétérogénéité dans la distribution des immigrés sur le territoire, dans tous les pays de l'OCDE. Et dans le cas de la France, j'ai même illustré par l'Île-de-France, mais bon, voilà, cette situation est très connue, les données viennent de l'INSEE, et clairement, les territoires ne sont pas confrontés de la même manière à la question de l'immigration. Et si on regardait la question de l'immigration récente, et notamment de la demande d'asile, ça serait encore plus fort, comme chacun le sait, notamment à Paris, en Île-de-France et dans certaines régions du Nord aussi. On a des très très fortes concentrations de personnes vulnérables et qui pèsent évidemment sur la protection sociale. L'exemple typique, c'est celui des mineurs isolés, qui relèvent de l'aide à l'enfance et pas des autres systèmes, une charge qui pèse sur les territoires. Et donc se pose là vraiment la question, alors que la France, comme les autres pays, décentralisent leur politique d'intégration parce que c'est logique, c'est plus pertinent d'être plus près des besoins des personnes, comment on met en place des mécanismes de péréquation qui permettent que à la fois le traitement se fasse d'une manière homogène et le financement soit assuré sur l'ensemble du territoire. Voilà un autre enjeu, à mon avis, extrêmement fort du lien migration-protection sociale. Le troisième point
que je veux faire, mais vraiment sans en parler trop, parce que vous allez y revenir, et puis c'est plus le domaine, disons, de compétences de ma collègue Monica Kweisser, qui est responsable de la division des politiques sociales à l'OCDE, mais c'est celle de la montée en charge du travail non standard sous toutes ses formes, que ce soit les nouvelles formes de travail indépendant, de travail à temps partiel, etc., dans lesquels les immigrés sont surreprésentés. Les immigrés, je devrais dire, et les descendants d'immigrés. Et évidemment, c'est à la fois une opportunité et un enjeu, parce qu'une opportunité en termes peut-être de premier pas dans l'emploi, mais aussi clairement un enjeu, parce qu'on sait toutes les questions que ça peut poser en termes, disons, de pérennité. Et donc, le dernier point, pour aussi rebondir sur une des questions qui fait l'objet de vos discussions, c'est celle de la confiance. Sur la question migratoire, je pense qu'il est juste de dire que la confiance est rompue, ou en tout cas, disons, mise à mal. Et quand on interroge les personnes en général, c'est une étude de l'Ipsos qui va au-delà des pays de l'OCDE, mais pour la France, les résultats sont de même ordre, en fait même plus marqués. Presque 50% des gens disent que l'immigration met trop de pression sur les services publics, à la crainte de cette immigration en termes de la soutenabilité des systèmes de protection sociale. C'est exactement ce que vous disiez en intégration avec le syndrome du passager clandestin. Je pense qu'on est au cœur de cette problématique. Alors, en partie, c'est une réalité que l'opinion publique est mal informée sur les questions migratoires. C'est notamment le cas en France, parce que presque 70% des gens considèrent eux-mêmes qu'ils sont mal informés. Quand on les interroge, c'est mon dernier slide, sur le nombre d'immigrés qu'il y a en France, ils répondent 27%. En réalité, c'est 10, donc il y a un petit facteur de surestimation. Mais évidemment, ce n'est pas la seule problématique. Il y a la question de l'information, mais ce n'est pas la seule problématique. Je pense, et on pense à l'OCDE, que trop longtemps, trop souvent, on a un peu été sourd à ces préoccupations. Pourquoi? Parce qu'on regarde, comme je vous l'ai présenté, les choses en moyenne, les choses de façon agrégée, l'impact sur la croissance, l'impact sur les finances publiques. Or, ce n'est pas ce que les gens regardent, ce n'est pas ce que les gens perçoivent. Ils perçoivent la réalité à leur échelle géographique, à leur échelle de leur profession, à leur échelle de leur communauté socio-professionnelle. Et il faut aller à ce niveau-là pour, à mon avis, reconstruire la confiance sur la question de la migration et plus généralement, disons, dénouer ce nœud qu'il y a entre migration et protection sociale. Merci beaucoup pour votre attention.